Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Déjà dans un précédent épisode, Julian Alvarez nous invite à nous interroger sur la place du jeu dans notre projet. Le jeu est-il une carotte ou un réel dispositif d'apprentissage ? Alors que ce soit pour des projets qui touchent à de la pédagogie ou pas, l'utilisation d'un jeu ou d'un serious game est-elle toujours éthique et comment peut-on y veiller ? Pour en discuter, je suis heureux de retrouver Aurélien Lefrançois et Richard Le Fur de la société Prismatique. Salut Aurélien. Salut Mathieu. Bonjour Richard. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Donc en ce qui me concerne, Aurélien Lefrançois, je suis concepteur de jeux de formation. J'ai fait un master sur le sujet il y a quasiment 10 ans maintenant. Et j'ai de l'expérience un peu dans le jeu vidéo, dans le jeu de société, les jeux physiques en tout genre. Et j'ai développé un outil qui s'appelle les Mechanic Arts et qui permet de s'initier à la création de jeux de société, mais j'en avais déjà parlé lors d'un épisode précédent d'Homo Ludens, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et je travaille pour la société coopérative Prismatique, dont je suis un des cofondateurs, et ce depuis bientôt 6 ans. Et pour ma part, j'ai rejoint Prismatique depuis février 2018, où donc, c'était Léo et Aurélien à cette époque-là. Et ça a été après une reprise d'études en M2 Pro en sciences du jeu à Villetaneuse, où j'avais aussi une formation un peu transdisciplinaire en sciences humaines et sociales, où on va explorer le jeu et jouer, mais de plein de points de vue, la philosophie, l'anthropologie, la phénoménologie, les sciences de l'éducation. Et voilà. Mais avant tout ça, j'avais une petite base créative. J'étais passé dans du graphisme, de l'écriture, de la bande dessinée, et je faisais la création de jeux depuis petit. Et tout cela m'a mené aux Beaux-Arts, à l'infographie, mais comme j'étais assez soucieux de la portée et de l'impact de mon travail, j'étais assez en conflit par rapport à tout ce qui se faisait en com et en marketing, où ça m'ennuyait par exemple, de vendre des baumes pour le visage sans réellement savoir si c'était réellement efficace, et en sachant qu'en fait je m'appuyais principalement sur des angoisses d'une clientèle qui était causée par la société, bref, plein de choses. Du coup, j'ai eu envie d'être un peu plus aligné sur les choses que je faisais. Donc je suis entré dans des studios de création de jeux pour l'éducation. J'ai cherché à m'investir davantage dans l'intérêt général et le bien commun, voilà, autant que j'arrivais à le trouver. Ce qui n'était pas évident, et même dans le public, et ainsi de suite. Après quelques années, puis quelques investissements dans l'associatif, un petit peu dans le jeu debout, un petit peu dans Game Impact, eh bien, j'ai cherché un peu de stabilité dans une entreprise qui soit raccord avec mes principes, et donc j'ai abouti à Prismatique. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors je pense que ça peut être aussi important de replacer Prismatique. Quelles sont les activités proposées par l'entreprise ? En ce qui concerne Prismatique, le gros de notre activité, c'est d'accompagner des projets de jeux. En fait, on va avoir des structures qui vont avoir des besoins, former, sensibiliser, transmettre des messages, voire pourquoi pas fédérer des équipes. Et nous, on va les accompagner avec la démarche ludique qui va bien. Soit les accompagner dans la création d'un jeu, donc ça peut aller de la création d'un jeu de A à Z, ou alors à la formation de parties prenantes de la structure pour que les personnes puissent s'autonomiser sur la création de jeux, accompagner pourquoi pas d'un peu de conseils pour accompagner la création à différentes étapes. On peut faire de la fabrication aussi, ça c'est un pôle qui est un peu plus compliqué à transmettre, donc nous on va très souvent le prendre en charge. On va aussi proposer, pour la partie accompagnement ludique, des animations où l'idée c'est de faire en sorte que les gens de la structure qui nous sollicitent passent un moment fédérateur, intéressant, amusant, qui provoque le sourire. Et pour tout ça, on pense que le jeu c'est un super médium parce que le jeu c'est de la transmission, c'est de l'action, c'est de l'engagement, et c'est un médium qu'on trouve puissant et en plus qui est finalement pas mal dans l'air du temps depuis quelques années, comme on a pu le voir avec différents intervenants et intervenantes de Homo Ludens d'ailleurs. Donc voilà, on accompagne
des créations de jeux pour répondre à des besoins spécifiques. Ok. Et donc vous êtes 3 cofondateurs, donc Aurélien, Richard et puis Léo Capou. À l'origine, lorsque vous avez créé l'entreprise, quelles étaient les valeurs et le positionnement éthique de Prismatic? Richard, tu nous as un peu dit que tu avais choisi cette entreprise pour ça. Qu'est-ce que promouvait Prismatic à ce moment-là? Alors, bon, à ce moment-là, Prismatic promouvait le jeu, faire diffuser le jeu et les pratiques du jeu partout et pour tout le monde, mais le faisait de manière un peu consciente et sensible. Après, je serais un peu maladroit pour dire vraiment quelles étaient les spécificités au tout début. Là encore, je pense qu'Aurélien, tu saurais répondre peut-être un petit peu mieux que moi. Alors oui, mais finalement, c'est vrai que les 3 premières années de Prismatic avant que tu nous rejoignes, il faut être franc, on était dans une démarche qui était, encore assez floue et qui a pris du temps pour maturer, hein. Il faut savoir que donc, dans l'étincelle initiale, Léo et moi-même, on n'avait pas la fibre entrepreneuriale, initialement. On se l'est découvert, on l'a construite. Mais au final, on avait surtout envie de pouvoir partager des passions. Et là, le plan initial de Prismatic, c'était de faire en sorte que plus de gens puissent s'approprier la création de jeux, donc en partant des mécaniques art. Et à partir de ce postulat de base, on a développé des choses, mais plutôt selon nos envies, nos motivations personnelles, tout en gardant un souci de l'éthique pour qui est-ce qu'on va le faire. Mais c'était pas vraiment formalisé, c'était plutôt des bonnes intentions individuelles de 2 personnes, donc Léo et moi, qui se transposaient dans l'accomplissement de la structure en tant que telle. Mais on n'avait pas vraiment posé des bases solides aussi solides en tout cas que ce qu'on a fait ces derniers temps, particulièrement après l'arrivée de Richard. Donc notre positionnement éthique dans Prismatic n'était pas au cœur de notre démarche d'entreprise et de marque. Par contre, elle était quand même déjà pas mal présente dans nos cœurs et donc chez l'équipe qui participait initialement, donc Léo et moi. Et c'est effectivement les points qui ont été assez décisifs pour moi, en dehors du fait de réussir à monter une structure un peu pérenne. C'était d'avoir des collaborateurs qui étaient capables aussi de dire et de s'engager sur le fait que en fait ce genre de choses-là, on n'est pas d'accord, c'est pas dans nos valeurs et on le ferait pas. Même si c'est quelque chose qui est supposé faire des sous, même si on est supposé être une entreprise qui fait des sous, on ne ferait pas n'importe quoi, n'importe comment. Ok. Et du coup, donc de ce que j'ai compris au début, c'était pas posé concrètement ces valeurs éthiques. Comment est-ce que ça a évolué dans le temps? Est-ce que au fur et à mesure, vous êtes un peu plus posé autour de ça ou c'est seulement là très récemment? Alors, on a commencé à formaliser un peu les choses, je dirais, à partir du moment où il y a eu la fondation de la SCOP, donc, la fondation de la Société coopérative prismatique, qu'on a montée tous les 3 à la base, et dans laquelle se sont ajoutés nos associés salariés par la suite. Et du coup, en planchant sur les statuts, il y a tout un tas de petits critères juridiques, administratifs, qui nous forçaient à exprimer les choses un peu clairement et à faire des choix. Et par exemple, notamment, il y a l'histoire de la cession du pouvoir au sein de la SCOP. C'est-à-dire qu'on était certes 3 fondateurs, et encore avec Aurélien et Léo qui étaient vraiment les fondateurs initiaux, c'était encore un autre historique. Mais si on avait l'intention d'être une SCOP où tous les membres, tous les associés salariés soient sur un rapport d'égalité, où il y ait réellement une voix pour une voix et qu'il n'y ait pas d'enjeu de privilège pour les anciens par rapport aux nouveaux. Et il y avait une espèce il fallait réussir déjà d'une part à lâcher le bébé, ce qui était une petite étape à faire, et donc mettre en place dans la SCOP et dans les statuts des fonctionnements et des dynamiques qui feraient que les anciens ne soient pas mécaniquement avantagés par rapport aux nouveaux arrivants. Que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur les intéressements, que ce soit sur quoi que ce soit. Est-ce que peut-être tu peux nous donner des détails sur
ces fonctionnements et mécaniques que vous avez mis en place justement pour pas donner plus de pouvoir aux anciens, comme tu dis, et puis prendre en compte l'avis de tout le monde? Alors, déjà, il me semble que l'un des points les plus marquants par rapport à ça, c'est le principe d'actionnariat, où, étant donné qu'on est des associés salariés au sein d'une SCOP, à la fin d'un exercice fiscal, d'une année de travail, on termine avec un résultat d'entreprise, donc une part de bénéfice, et ce bénéfice, on le répartit à divers endroits au sein de la boîte. Une part est redistribuée directement aux salariés, donc c'est la contribution au résultat de la boîte qui est rendue en partie directement aux salariés. Une part est mise en trésorerie, c'est ce qu'on va garder de côté pour continuer de fonctionner, pour que l'entreprise se maintienne, pour que les emplois soient préservés, et une part va être distribuée aux associés. Ce sont les associés, ce sont ceux qui ont mis du capital, donc ils ont un pourcentage sur ce résultat. La manière dont on a mis les choses en place, depuis le début de la SCOP, on a décidé qu'on ne prenait pas de pourcentage en tant qu'associé. C'est-à-dire que notre part d'associé, c'est 0. Tout l'argent est réparti soit dans la trésorerie de l'entreprise, soit en retour partage pour les salariés. La part partagée aux salariés est la même pour tout le monde. Et en général, on va faire en sorte de quand même bien favoriser la trésorerie de manière à justement préserver nos emplois, faire en sorte que l'entreprise fonctionne longtemps et voilà. On est plus sur la préservation de l'emploi que sur chercher à faire des bénéfices, personnellement. Et si je puis compléter sur les aspects purement techniques, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux angles de vue. Il y a l'angle finalement structurel légal qui est induit par le statut SCOP. C'est-à-dire que le statut SCOP, qui est vraiment un statut légal à proprement parler, va nous imposer un certain nombre de contraintes. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce statut SCOP au final. Parce que pour rappel, avant fin 2018, Prismatic, on était membre d'une CAE, d'une coopérative d'activité et d'emploi, qui était une structure qui nous convenait bien, mais on avait besoin tout simplement de créer notre propre structure pour des raisons opérationnelles diverses et variées. Et quand on s'est posé la question de la structure, on est vraiment parti sur la SCOP parce que la SCOP proposait d'une part une philosophie et envoyait un message, mais aussi posait des contraintes qui étaient fortes. Et on s'est dit que ces contraintes, c'était des boucliers contre de potentiels abus, en tout cas abus ou dénaturation du projet initial, qui pourraient se faire a posteriori. Donc quelque part, ça nous protège de nous-mêmes ou ou des personnes qui seront associées de Prismatic dans 20, 30, 40, 50 ans. Bon, il y a toujours moyen de changer quand on fait un renouvellement structurel très fort, mais les contraintes du status quo sont importantes, hein. On a un certain pourcentage qui doit nécessairement aller en réserve. On a on favorise le fait de donner des sous aux salariés plutôt qu'aux associés par des mécanismes fiscaux. Et nous, derrière, il y a ce qu'on en fait au sein de Prismatic. Et ce qu'on en fait, c'est effectivement ce qu'a dit Richard, à savoir, voilà, on donne rien aux associés, on donne tout aux salariés, mais en même temps, l'idée, c'est que tous les associés soient salariés également. Donc, on retombe sur nos pattes comme ça. Il faut vraiment distinguer le légal et ce qu'on fait nous, si jamais d'autres personnes voudraient se poser la question de la mise en place dans leur structure. Tout à fait. Il y a vraiment une marge entre on peut aller plus loin. On peut modeler beaucoup de choses et notamment parmi nos décisions, il y a ce qu'on va poser de manière un peu verrouillée entre guillemets dans les statuts, ce qui n'est pas. Il y a un cadre légal, mais il y a aussi une part de verrouillage qui est pas définitif, mais qui est quand même un peu conséquent à modifier si c'est modifié un jour. Et ce qu'on a fait en sorte de laisser à la libre discrétion, à la libre décision d'une année à l'autre. C'est-à-dire que quand bien même nous, on prendrait des décisions à ce stade de l'histoire de l'entreprise, quelque part, on est OK pour prendre un certain nombre de précautions, mais pour autant, on ne s'arroge pas le droit de décider définitivement nous-mêmes du cadre de vie, du cadre de décision de tous les salariés qui viendront après nous.
Donc il y a certaines choses que l'on a laissées exprès dans dans les AG, dans les assemblées générales à faire tous les ans. Mmh. Justement, j'allais vous demander un petit peu au-delà de ce qu'apporte cette structure au niveau du partage des bénéfices, etc. Comment est-ce qu'est partagé aussi le positionnement éthique de Prismatic à l'ensemble des collaborateurs? Parce que maintenant, vous êtes plus que enfin, vous avez des nouveaux collaborateurs au sein de Prismatic. Comment est-ce que ces personnes-là, vous les avez intégrées dans la vision que vous avez de l'entreprise et de la manière de faire du business, si on peut dire ça comme ça? Comment est-ce que vous avez, déjà, comment est-ce que vous les avez choisis? Est-ce que ils s'intégraient déjà dans la vision de ce que vous avez de l'entreprise? Et comment est-ce que vous partagez vos valeurs avec ces nouveaux arrivants? Alors, il y a déjà un bon socle de valeurs communes au moment du recrutement. Très clairement, déjà d'une part, le modèle de l'entreprise n'intéresse pas tout le monde, parce que si la personne poursuit des ambitions salariales très élevées, par exemple, si la personne est dans une optique de croissance en modèle startup ou ce genre de choses, le modèle de l'entreprise ne va pas lui convenir. Donc ça fait déjà une part de filtrage. Ensuite, en processus de recrutement, on va chercher à trouver des personnes qui s'intègrent, qui correspondent bien au profil recherché dans la stratégie de développement, mais aussi en termes de qualité humaine. On va chercher à avoir des personnes avec qui on peut travailler, avec qui on est globalement raccord. Ce qui était un petit peu challengeant, notamment quand on a commencé à chercher pour un poste de commercial, on se demandait, mince, comment on va faire pour séduire des candidats commerciaux, alors que s'enseignant sur les pratiques, d'ordinaire, ils ont une part d'intéressement à la mission, ils ont des salaires assez élevés. Nous, on a un fonctionnement égalitaire sur les salaires. On avait un peu de mal à se dire qu'on allait pouvoir intéresser quelqu'un, et pourtant, tout de suite, ça a été un recrutement miraculeux avec Ludivine qui était vraiment génial, avec qui on avait des valeurs communes très fortes, un très grand intérêt pour le jeu et beaucoup de compétences professionnelles et d'expérience. C'était assez incroyable. Donc voilà, il y a de base un bon socle de proximité. Et pour autant, effectivement, on a tous quand même des différences. On a chacun des visions différentes, des sensibilités différentes, des besoins différentes. Et ce qui fait que sur un même projet ou un même sujet, on peut avoir parfois des conflits. Des conflits, pas des conflits agressifs en mode colère, etc. Mais non, juste le fait qu'une valeur va rentrer en collision pardon, avec une autre valeur, où elles vont commencer à se marcher dessus l'une sur l'autre. Et du coup, à ce moment-là, on discute des sujets et on a commencé à mettre en place des principes, des fonctionnements qui permettent de discuter, de s'accorder et de décider si oui ou non on prend une prestation ou pas, et sur quels critères et de quelle manière. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez identifié des critères, effectivement, qui vont vous permettre d'un peu de trier les projets qui vous arrivent en fonction de vos valeurs? On a commencé à faire ça. On a commencé à mettre en place déjà un travail de recherche éthique en interne. À savoir, à chaque fois qu'on a un sujet qui se soulève et qui nous déplaît, qui nous atteint, on l'exprime, on en parle, et on relève les valeurs cœur, les valeurs fondamentales qu'on peut trouver au sein de notre entreprise. Par exemple, très largement, on est très d'accord sur dire qu'on s'inquiète du bien-être des personnes. On est très engagé dans la recherche du bien commun, mais on a cette difficulté-là qui est de reconnaître que le bien commun, c'est quand même une notion qui est ou l'intérêt général, ce sont des notions qui vont être subjectives. On va pas avoir les mêmes perceptions des choses. Et donc, on fait ressortir certaines valeurs clés
qu'on prélève au fur et à mesure et, et qu'on essaie d'organiser, de hiérarchiser, de mettre les unes par rapport aux autres. On va mettre aussi en rapport des principes modulateurs, de se dire que par exemple, d'accord, dans tel projet, on va avoir par exemple une valeur qui est importante pour nous, par exemple le respect des personnes, le respect des clients, et puis d'être fiable et rigoureux en tant que professionnel. Mais en même temps, on est ennuyé sur, par exemple, l'aspect protection de l'environnement ou les valeurs sociétales ou économiques auxquelles il nous paraît qu'on est en train de contribuer un peu malgré nous. Et on va se dire que entre les deux, comment est-ce qu'on peut moduler le rapport, le conflit entre ces deux valeurs? Et à ce moment-là, on peut faire appel à d'autres facteurs modulateurs, comme par exemple le fait que est-ce qu'on est quelle est la juste mesure entre les deux? Est-ce que dans ce cadre-là, dans cette situation-là, la chose qui nous dérange, est-ce qu'on a réellement un pouvoir d'impact là-dessus, ou est-ce qu'on a réellement un pouvoir d'impact qui est positif dans les limites de ce cadre précis? On va se poser la question, est-ce qu'on fait quelque chose de plus ou moins bien? Est-ce qu'il y a une compensation? Ou peut-être qu'on va en arriver à dire que en fait non, ce sujet-là, moi personnellement, ça ne me convient pas, je le refuse, je mets un veto. Et en cas de veto, c'est assez simple, on peut se retirer du projet. On dit qu'on le fait pas. Ce choix de veto, ça a été un peu compliqué, mais très intéressant à mettre en place parce qu'on se dit que quelque part, si on donne la possibilité à quelqu'un de mettre un veto et que le projet s'arrête, dès qu'il y aura un petit conflit quelque part, on fera plus rien et rien n'avancera. En fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on met le veto, ça veut dire qu'on reconnaît l'importance et la valeur de chacun des membres. Donc si quelqu'un dit non, on n'y va pas, je ne refuse de faire partie d'une entreprise qui contribue à ce genre de choses, on accepte cette vision de différence, on accepte que ce soit réellement important pour notre partenaire. Par contre, on peut aussi mettre en place quelque chose qui est un petit veto plus petit, un veto personnel, pour dire moi personnellement je suis absolument pas d'accord avec ça, mais j'ai pas envie de vous bloquer. J'estime pas que c'est quelque chose qui va me mettre en rupture avec la boîte ou quoi que ce soit. Par contre, je ne veux pas m'en occuper, je ne veux pas m'y impliquer. Je vous laisse le sujet entre vos mains à vous. Mais ça nous laisse quand même un gros drapeau rouge. Attention, là, on a un sujet important. Il faut qu'on en discute et il faut qu'on avance et qu'on se remette en question sur le sujet. Et pour abonder dans ces réflexions, avec lesquelles je suis évidemment tout à fait d'accord, puisque ça décrit notre quotidien, le point qui me semblait important, c'est que d'une part, c'est une réflexion qui est c'est assez intéressant parce que quelque part, on design notre manière de fonctionner, notre gouvernance, comme on design un jeu avec beaucoup d'itérations qui sont alimentées par l'exemple. C'est-à-dire que on a eu plusieurs projets justement de demande d'accompagnement de création de jeux qui nous ont spectaculairement questionnés. Où on s'est dit ça, c'est quand même un peu compliqué. Et c'est en se nourrissant de comment est-ce qu'on interagissait avec ces projets un peu compliqués qu'on a pu justement alimenter notre fonctionnement pour déterminer quels sont les projets qui nous intéressent ou pas. Donc quelque part, on affine un petit peu notre processus avec plein d'éléments au fur et à mesure de ce qui nous arrive et de ce qu'on constate. L'autre élément, c'est qu'effectivement, il y a le sujet, il y a aussi l'objet, c'est-à-dire que le jeu, là j'extrapole probablement un peu sur la suite, mais le jeu, c'est un objet qui justement est hyper intéressant et qui peut être aussi extrêmement dangereux quelque part, parce que une des applications d'un game designer, c'est justement de créer de l'engagement, voire même de la rétention. Alors, souvent de la rétention, faire en sorte que le joueur reste devant le jeu. Hein, parce que si un joueur ne joue pas au jeu ou alors il y joue, il reste pas, a priori, un jeu sans joueur, ça se passe pas très bien. Donc c'est quelque chose. Les game designers, nous, on va vraiment réfléchir à comment faire pour que les joueurs restent sur le jeu. Et en plus de ça, c'est un médium qui est très interactif et très engageant, comme je le disais au début. Donc, on peut avoir des personnes qui vont être très impliquées dans quelque chose qui finalement dessert un objectif qui n'est pas forcément très bon.
et en tout cas qui ne nous semble pas forcément très bon, puisque encore une fois, il y a beaucoup de subjectivité, mais en tout cas qui ne semble pas correspondre au bien commun, à l'intérêt général. Un exemple assez intéressant qui est souvent cité dans le milieu justement des jeux sérieux, des jeux MSH, c'est Train, qui a été créé par Brenda Romero. Et alors, pour vous décrire rapidement ce jeu, c'est un jeu dans lequel on va faire de la gestion de ressources, sauf que les ressources, c'est finalement des passagers d'un train. Donc, on doit juste optimiser la manière dont on met les passagers dans un train de façon finalement assez ludique, quoi. On a de la gestion de ressources, on déplace des bonhommes et tout. Donc, c'est supposé être assez intéressant. Et en fait, à un moment dans le jeu, on nous révèle que ce train a pour destination Auschwitz. Et en fait, on est dans un cas où le plaisir ludique de la gestion de ressources, qui est un plaisir qu'on retrouve dans plein de jeux, a pris le pas finalement sur le message thématique sous-jacent du jeu. Alors bon, qui était à moitié caché, donc c'est un exemple qui est très questionnant, même si très intéressant. Mais mine de rien, on a quand même virtuellement réussi à engager sérieusement des gens sur quelque chose qui était, pour le coup, éthiquement complètement inacceptable. Et donc c'est un objet puissant, et quelque part, j'ai envie de dire que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et justement, c'est intéressant les exemples là, parce qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de jeux. Est-ce que vous auriez enfin, sans balancer des noms, etc., mais de manière générale, quelles sont les problématiques éthiques que vous avez pu rencontrer dans les projets qu'on a pu vous proposer? Alors, je pourrais donner un exemple. Une entreprise qui opère par exemple un dégraissage, parce que restructuration et donc machin. Donc, l'idée d'avoir beaucoup d'employés qui vont être poussés vers l'extérieur de manière contrainte, et de nous demander de préparer des événements pour d'aider un jeu événement formation pour leur faire découvrir toutes les options, toutes les possibilités, toutes les opportunités qui s'ouvrent à eux hors de l'entreprise, vers l'entrepreneuriat, pour prendre de manière positive le fait que ils vont, certes, ils sont poussés, ils sont licenciés, ils sont sur un plan de licenciement, mais regardez, c'est très bien, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Là, on se retrouve dans une situation où, est-ce qu'on est en train de contribuer à quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Oui, d'accord, on apporte, on aide un petit peu les personnes à se rétablir dans une situation qui leur est difficile individuellement, mais de manière plus large, si on s'engage là-dedans, on fait surtout le jeu, on contribue surtout à des pratiques où on se permet de jeter les personnes massivement, de licencier massivement pour pour l'intérêt privé de la gouvernance interne de l'entreprise, donc sans prendre en considération l'intérêt des personnes qui subissent cette restructuration, et surtout en passant par le jeu, au final, juste pour leur faire avaler la pilule. Ce genre de choses, par exemple, éthiquement, on serait pas trop raccord là-dessus. Dans d'autres situations, pour autant, ça peut être un petit peu plus considéré quand même. Mais voilà, il y a pas de, c'est souvent compliqué, il y a jamais de réponse vraiment tout à fait tranchée. On a la demande directe et on essaie de prendre en considération la peinture, la big picture, voilà, le cadre global pour juger des situations. Et quand un tel projet vous arrive, qu'est-ce que vous proposez à l'entreprise? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à une demande qui n'est pas alignée avec vos valeurs? On cherche à trouver une réponse qui soit bonne. Alors quand je dis bonne, c'est d'une part qui réponde à la demande de l'entreprise, parce que on a un client qui nous présente une demande, donc respecter ce client, c'est déjà de répondre à sa demande, d'une part, mais on cherche à aller plus loin en répondant, en essayant d'apporter une réponse aux besoins derrière la demande. C'est-à-dire que bien souvent, la demande qui est formulée
n'a pas conscience de son propre besoin et va être un peu décorrélé de certaines réalités, va oublier certains facteurs ou certains paramètres. Donc, on va apporter une réponse qui va une proposition qui va un petit peu plus loin, de manière à répondre à un réel besoin. Ensuite, on va faire en sorte que cette réponse ne néglige pas l'intérêt des personnes visées, à savoir les personnes qui sont les participants, les joueurs, donc les cibles de cette action ludique qu'on va entreprendre. Et on fait en sorte de ne pas non plus négliger les autres publics qui peuvent être impactés collatéralement. Si je peux donner un exemple là-dessus, une formation de sensibilisation sur la communication non violente, mettons. Ça peut être intéressant au sein de l'entreprise parce que ça fait ça participe à des bonnes dynamiques d'équipe en interne. Ça peut être intéressant pour les personnes elles-mêmes parce que ça va leur apporter des outils d'expression et de communication et d'avoir des bons contacts les uns avec les autres. Et ça va avoir des bonnes répercussions autour d'eux, au sein de leur famille ou autre. On est dans un cadre un peu safe là-dessus. Alors aujourd'hui, vous communiquez autour de votre positionnement éthique, de vos valeurs. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact d'avoir un positionnement éthique clair vis-à-vis de ses clients? Est-ce que vous voyez des avantages, mais aussi des désavantages à faire ça? Alors, les premiers impacts positifs, ça pourrait être déjà d'effectuer à la fois un filtrage et une préparation. C'est-à-dire que plus on est au clair sur le fait que qu'on a certains critères en termes d'engagement professionnel, peut-être que certains clients vont se dire en fait notre demande ne nous intéresse pas et leur réponse ne nous intéressera pas, n'y allons pas, on va pas perdre de temps là-dessus. Et à l'inverse, ça peut être préparatoire parce que justement les clients peuvent déjà commencer à se poser quelques questions et être encore plus réceptifs et préparés aux échanges et à l'entretien et à l'engagement de projet avec nous. Voilà, donc on se met un peu plus transparent. Après, pour ce qui est des pertes que ça peut nous apporter, on peut se dire que potentiellement on perd on perd certaines quantités de contrats, de demandes, puisqu'on s'éloigne de la simple exécution, c'est-à-dire qu'on est certes sur le marché de l'offre et de la demande, sur un fonctionnement de commande économique où on est supposé se mettre au service d'un client qui donne l'argent pour qu'on fasse ce que le client demande, point, et on perd une partie de clientèle puisqu'on se retire de certaines de ces demandes. Pour autant, ça reste clairement encore notre identité et notre positionnement en interne et en entreprise. Donc c'est une perte qu'on a choisie et qu'on accepte. Et par contre qu'on compte bien et jusqu'ici ça marche bien, on récupère justement en spécialisation et en fiabilité. C'est-à-dire que toutes les structures, tous les clients qui ont vraiment cette intention, cet engagement et ce souci du bien commun, de l'intérêt général, du respect de l'autre, du respect des personnes à qui ils s'adressent, qui sont vraiment dans une dynamique sociale et sociétale qui est positive et favorable, ils savent que nous sommes des personnes ressources qui sont sensibles et intelligentes et capables de répondre par rapport à ces problématiques-là, qu'on va être capable de les accompagner avec pertinence et efficacité. Donc, au final, on récupère une clientèle qui est plus spécialisée et qui vient contrebalancer la perte théorique de ceux qu'on ne prendrait pas. Oui, c'est ça, c'est vraiment une question de positionnement sur le marché, c'est-à-dire en fait la question qu'on pourrait se poser, qui est peut-être en creux et qu'on se pose aussi parce qu'elle est hyper intéressante, c'est est-ce que tout simplement il y a suffisamment de volume? C'est-à-dire est-ce que
des personnes qui sont spécifiquement intéressées par finalement les besoins auxquels on adresse, c'est-à-dire de l'accompagnement de création de jeux pour l'intérêt général, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a suffisamment de clients qui sont intéressés par cette démarche et est-ce que c'est viable en termes de business model et de pérennisation? Je pense sincèrement qu'il y a 10 ans, allez 20 ans pour taper large, mais même 10 ans, ça aurait été très, très, très compliqué. J'ai aussi l'impression que finalement, il y a une sorte de tournant, de virage, qui s'est fait ces dernières années depuis, peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça, où le milieu finalement de l'entreprise et des structures qui ont des fonds puissent, finalement mettre aussi les valeurs et l'éthique et l'importance du bien commun dans leurs préoccupations. Alors, parfois, juste en termes d'image et ça, c'est ce qu'on essaye quand même d'éviter un peu, c'est-à-dire des projets washing, projets greenwashing, ce que vous voulez washing. C'est-à-dire, en gros, un projet qui donne une bonne image, mais qui derrière, pour dire: «On a mis des sous dans un projet de jeu», ou «Regardez, c'est trop bien, on a un jeu, vert, avec des jolis oiseaux» ou je sais pas quoi. C'est sympa les oiseaux, hein, c'est pas le problème. Et typiquement, quand on a des structures qui s'engagent juste sur le côté, image et pas sur le fond, bah, ça reste superficiel et ça reste pas beaucoup plus intéressant. Mais, malgré tout, on a l'impression qu'il y a plus de structures qui sont prêtes à s'engager sur le côté bien commun, le côté utilitaire. Et puis, de toute façon, il y a un certain nombre de structures qui le font même dans leur objet social, que ce soit des entreprises ou bah, typiquement des ONG, certaines associations 1900 à but non lucratif, qui ont un objet justement de lien, de facilitation, d'aide. Donc toutes ces structures-là, au final, elles n'ont pas attendu là les 5-10 ans où beaucoup d'autres entreprises se sont un peu réveillées sur tout ce qui est RSE, donc responsabilité sociale, pour elles-mêmes avoir une posture qui soit réellement forte. Et pour la petite anecdote, justement, au tout début de Prismatic, bon alors, le début, vraiment il y a 6 ans, l'étincelle, on s'était quand même posé la question de est-ce qu'on fait une société ou est-ce qu'on fait une structure justement, qui est plus de l'ordre de l'associatif ou quoi pour, vraiment essayer de diffuser la chose. Et on a quand même, diffusé la chose, mais avec justement le fonctionnement, en tout cas théoriquement, collégial que peut avoir une association et puis le côté non lucratif ou quoi. Et puis on s'est quand même dit qu'on voulait, bah, tout simplement se consacrer au projet à fond et que du coup dans ce cadre-là, c'était un besoin de pouvoir, bah, se nourrir en fait de ce projet et toucher de l'argent. Puisqu'on n'est pas dans une philosophie de vivre sans argent. Je suis loin de dire que c'est une mauvaise chose, de penser comme ça, mais juste c'est pas notre cas. Et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise mais le choix en fait le choix c'est fait, hein. Le choix c'est La question s'est posée de savoir si on était plutôt centré sur, l'objet, en soi de notre activité, ou sur la structure et on a essayé justement de concilier un petit peu les 2. Mmh. OK. Eh ben, on va arriver tout doucement à la fin. C'est des questionnements très intéressants. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter, une précision à faire, avant qu'on clôture? Alors, quelque chose que je pourrais ajouter juste un petit peu sur l'histoire des processus éthiques en interne dans une entreprise. Le fait que c'est effectivement quelque chose qui est un peu qui fait un peu peur parce qu'on n'est pas culturellement c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. On a des principes, des paradigmes, une vision des choses qui est que ben on est dans des rapports, dans ces relations, dans un contexte économique, d'offres et de demandes concurrentielles, et que donc il y a une priorité, une valeur prioritaire, c'est la rentabilité. Du coup, réussir à dire que en fait la rentabilité n'est pas la valeur première, mais par contre c'est une valeur qui permet de faire d'autres choses, comme par exemple participer au bien commun, ça met dans une situation un peu conflictuelle et un peu compliquée, qui est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour survivre sans, tout en agissant bien entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut faire pour le faire sans que ça nous coûte trop, sans que ça nous tue économiquement. Et donc il y a cette dualité-là déjà qu'il faut réussir à accepter, à quoi on n'est pas habitué, on n'est pas éduqué dans ce rapport-là. Ensuite, il y a le fait d'apprendre à fonctionner et à le faire, parce que
encore une fois, du point de vue éducation, du point de vue formation, on est habitué à travailler tout seul dans son coin, à être dans des rapports de concurrence, de rivalité, et pas tant que ça à être dans de la coopération, de la collaboration, de la communication, du respect de l'autre, du respect de soi. On est beaucoup habitué à répondre à des injonctions, à des modèles en tant qu'élève idéal, en tant qu'employé idéal, et on n'a pas l'habitude de prendre sa place en tant que personne libre, individuelle et reconnue dans ces dynamiques-là. Donc c'est tout un savoir-faire et un savoir-être qu'on se retrouve à devoir réapprendre et recréer en interne. Donc c'est tout cet effort-là qui est développé dans certaines boîtes comme la nôtre, mais aussi dans d'autres entreprises qui participent à accompagner ces efforts et cette recréation et cette réinvention. Et donc c'est effectivement pas évident, c'est un peu compliqué, mais ça fait partie du jeu. Et on peut y arriver. Tant qu'on est une équipe qui veut aller dans ce même sens, qui accepte de faire des bêtises, de faire des erreurs et de s'améliorer au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est faisable. Et on réussit à mettre en place des processus pour être plus rapide, plus efficace, et on itère et on apprend, et c'est possible. Voilà. Et alors moi, j'ai 2 petits points à rajouter. Le premier, c'est effectivement, c'est possible et c'est chouette. Malgré tout, ça implique potentiellement une plus grande lenteur. C'est extrêmement satisfaisant, extrêmement chouette à vivre, à faire, et ça envoie un message fort, et ça, c'est super. Mais c'est vrai que la contrepartie, le point faible, c'est que les processus décisionnels, potentiellement au consensus avec une gouvernance horizontale et puis une charte éthique quand il y a des choses qui nous conviennent pas, enfin un comité éthique, et ben c'est vrai que ça peut nous ralentir un petit peu. Sur le côté, si on était dans une structure hiérarchique, pyramidale, très claire, limite militaire, bah c'est sûr, il y a une personne qui prend les ordres et c'est bouclé. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein. C'est parce que ça, justement, on bénéficie beaucoup moins d'énergie collective, c'est moins satisfaisant, c'est moins riche en général. Mais par contre, c'est plus rapide. Donc il y a un peu justement, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre fonctionnement interne, en proposant justement des pôles de référence où là, des personnes vont avoir un peu plus les coups des franches localement avec la confiance collective. Voilà, mais je trouvais ça important de le préciser. Le deuxième point, c'est sur le côté, alors ça, c'est finalement assez intéressant, c'est sur le côté éthique fondamentale du jeu. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, ça reste, il faut qu'on accepte que ça soit quand même quelque chose qui reste subjectif et sur lequel c'est très compliqué de savoir à quel point un jeu va être éthique ou pas, si on parle vraiment de l'objet jeu. Et pour revenir sur ce que je disais sur la rétention, je trouve qu'il y a un paradoxe qui est finalement assez intéressant et quelque part qui ne peut pas être résolu de manière absolue, qui est que, comme je disais, les designers vont créer de l'engagement et vont créer de la rétention. Alors ça peut être de l'engagement très, très chill, très, très sympathique, hein. En 2020, un jeu vidéo qui a très bien marché, c'est Animal Crossing New Horizon. C'est un jeu qui justement est pensé pour la satisfaction, la détente. On parle de cozy design, on est dans une bulle. C'est engageant et relaxant. Malgré tout, voilà, ça a été quand même pensé efficacement pour de la rétention de joueurs, pour du temps en fait qui est consacré. Et je trouve que ce sujet-là, il est tout simple, juste à toujours garder en tête, quel que soit le design qu'on fasse. Juste se dire, bah oui, là, quelque part, mon objet va solliciter du temps aux gens. Et le temps, finalement, de quelqu'un, c'est une ressource limitée qu'une personne peut avoir dans son existence en soi. Et après, voilà, le but, c'est pas non plus d'être dans un utilitarisme, dans les mauvais côtés de l'utilitarisme, on va dire, et de se dire non, il faut faire des choses qui sont purement productives. C'est pas du tout l'objet, mais c'est juste garder en tête que voilà, cette rétention, ça adresse un paradoxe, et ce paradoxe, il est insoluble de manière absolue, et il faut juste pouvoir l'embrasser et savoir où se situe notre limite personnelle en tant que designer, et aussi quelle est la limite que les structures qui vont utiliser le jeu dans notre cadre de travail vont proposer à leurs joueurs et à leurs joueuses après. C'est à prendre en considération, et on essaye de le faire dans notre pratique de design au quotidien, autant qu'on peut. Merci beaucoup Aurélien et Richard de nous avoir partagé vos réflexions. C'est très intéressant. Ça mériterait d'être creusé encore plus, je pense. Ça donne envie, oui. Mais on verra. Peut-être à d'autres occasions. Et à bientôt. Merci beaucoup Mathieu.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!